Rompa. Bonjour. On va parler de l'après-Bayrou. Le Premier ministre se soumet cet après-midi à un vote de confiance. Êtes-vous prêt à laisser le Parti socialiste gouverner, à gouverner vous-même? L'union des gauches est-elle à jamais enterrée? Qu'attendez-vous du mouvement du 10 septembre? Mais d'abord, écoutez ces témoignages à Bar-le-Duc, la ville qui vote comme les Français, au micro de Valentin Dunette. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais je pense qu'il faut vraiment que ça pète un bon coup. Je pense qu'il faudrait passer à autre chose, balayer tout cela pour que la France reparte sur de vrais rails. J'attends, ça fait 4 ans que j'attends le chaos, que tout tombe, que tout s'arrête. Est-ce que vous vous frottez les mains en vue du chaos annoncé, Emmanuel Rompa? D'abord, non, je veux dire évidemment mon bonheur, moi, de voir le gouvernement tomber aujourd'hui. Parce que Un bonheur, carrément. Ben oui, parce que je pense que pour plein de Françaises et de Français, c'est un soulagement. Ça dépend ce qu'il y a derrière, non? Pardon? Ça dépend ce qu'il y a derrière. D'abord, c'est un soulagement de voir un gouvernement qui a une politique économique qui appauvrit l'essentiel des Françaises et des Français. Un gouvernement quand même qui avait l'agenda le plus rétrograde en matière climatique et environnementale. Un gouvernement qui a multiplié les saillies inacceptables, notamment par l'intermédiaire du ministre de l'Intérieur, M. Retailleau. Et donc, entendez que pour beaucoup de gens aujourd'hui, il y a une forme de soulagement de voir le gouvernement tomber. Vous avez entendu parler de chaos, les Français. Est-ce que vous avez un intérêt au chaos? François Hollande, par exemple, l'ancien président, dit « Certains ont intérêt au chaos pour précipiter les échéances et ouvrir des conflits dans la rue ». C'est ce que vous cherchez? Mais madame, ça c'est la terminologie, si vous voulez, de monsieur Bayrou, c'est-à-dire c'est moi ou le chaos. Mais pardon, le chaos, il est déjà là, sous nos yeux aujourd'hui. En France, on a atteint un record historique de pauvreté qu'on n'a jamais connu depuis les années 70. Les faillites d'entreprises sont en record. La situation économique du pays, elle est désastreuse aujourd'hui. Et c'est pas de la responsabilité de Manuel Bompard ou de la France Insoumise, parce qu'on va faire tomber aujourd'hui le gouvernement de François Bayrou. Donc, précisément pour éviter le chaos et pour sortir la France du chaos, il faut une politique qui est une politique alternative. Justement, donc moi, François évidemment, je ne suis pas un partisan du chaos, c'est l'inverse. François Bayrou, un partisan d'un ordre social alternatif à celui qu'on a sous les yeux aujourd'hui. Pardon de vous avoir interrompu, mais je vous en prie. François Bayrou, hier, chez nos confrères de Brut, vous accuse carrément de vouloir, vous tous les partis les formations politiques, qui non seulement ne sont d'accord sur rien, je le cite, mais bien pire, sont en guerre civile ouverte et en haine les unes avec les autres, et elles se mettent ensemble pour abattre le gouvernement. Vous voulez la guerre civile ? Mais non, mais enfin, monsieur Bayrou, le problème, si vous voulez, c'est qu'il a décidé de demander ce vote de confiance, et depuis maintenant 15 jours, il fait le tour des plateaux de télévision pour dramatiser la situation, ce qui est d'ailleurs un caractère insupportable et qui a un caractère dangereux, précisément, et il risque, j'espère que les marchés financiers ne vont pas le croire, parce que sinon, évidemment, il met le pays dans une situation difficile. Et comme il sent bien que son discours ne fonctionne pas, et que personne a l'intention de changer de position sur le sujet, il monte dans des formes d'outrance qui correspondent pas à la réalité. Moi, je ne suis en guerre civile avec personne. Par contre, évidemment, je suis en désaccord radical avec la politique de monsieur Bayrou. Et je pense que pour que le pays puisse avancer, il faut non seulement tourner la page de monsieur Bayrou, mais il faut tourner la page de sa politique. Et l'enjeu de cette semaine, c'est de savoir si le fait que monsieur Bayrou tombe et son gouvernement tombe se traduit aussi par un changement de politique. Moi, je souhaite aboutir à un changement de politique. La question qu'on veut vous poser ce matin, c'est en cas de gouvernement socialiste, Olivier Faure a fait acte de candidature. Est-ce que la France Insoumise censure ou pas? Mais madame, je ne sais pas si le Père Noël existe. Est-ce que vous serez... c'est très concret, là. François Bayrou va chuter probablement aujourd'hui. Oui, bien sûr, mais bon, s'il s'agit de nommer un gouvernement qui inscrit sa politique dans la continuité de la politique d'Emmanuel Macron, qui soit dirigé par un tel ou par une telle, ça va rien changer au problème du pays. Donc nous, on a toujours été très clairs sur ce sujet. J'ai pas l'habitude d'esquiver les questions. Non, mais concrètement, un gouvernement... Je vais répondre. Tout gouvernement qui aurait l'intention de continuer à mener ou à mettre en place la même politique, donc tout gouvernement qui ne porterait pas à Matignon un programme qui est un programme de rupture avec le macronisme, c'est un gouvernement que nous censurerons. Excusez-moi. Évidemment, parce que sinon ça met le pays dans une situation difficile. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire encore pendant des mois et des mois des gouvernements qui tiennent 3 mois et qui mettent en place la même politique. En attendant, les gens ils souffrent, ils veulent un changement de politique. Vous avez bien soutenu Lucie Castet, pourquoi vous ne soutenez pas Olivier Faure? Mais d'abord, nous avons l'année dernière, après les élections législatives, dit une chose simple, dit nous sommes prêts
à aller au gouvernement pour mettre en place un programme, le programme du Nouveau Front Populaire, et l'ensemble des composantes de l'alliance du Nouveau Front Populaire s'étaient accordés sur une candidature, celle de Lucie Castet. Aujourd'hui, Olivier Faure prend le programme du Nouveau Front Populaire, il le déchire, il le met à la poubelle, et il met Lucie Castet de côté, et il dit c'est moi qui vais être candidat. Bon, donc pardon, mais c'est pas pour faire le programme du Nouveau Front Populaire aujourd'hui. Mais si par exemple il y a une taxe sur les plus riches, s'il y a une mesure en faveur du pouvoir d'achat, s'il y a des investissements verts, c'est peut-être pas la rupture que vous attendez, mais est-ce que vous censurez ce gouvernement-là? Je vous ai dit, s'il doit y avoir un gouvernement qui nous met en place un programme politique, je vais écouter ce qu'il a comme programme politique à dire. Mais je ne crois pas une minute que Emmanuel Macron ait l'intention de nommer à Matignon un gouvernement visant à mettre en place une politique de rupture avec le macronisme. Et j'observe que M. Faure, M. Jadot, un certain nombre de figures à gauche disent aujourd'hui il faut un accord avec le bloc central. J'ai entendu M. Jadot dire il faut un accord avec le bloc central pour réparer le pays. Mais quelle est cette idée qui consiste à penser qu'on va réparer le pays avec ceux qui l'ont détruit? Donc, la classe politique est divisée, il faut bien, personne n'a de majorité, donc il faut bien vous mettre d'accord. Vous, avec qui vous gouverneriez? Non mais moi j'ai été clair sur ce sujet depuis le début. Je pense que la situation elle est bloquée d'un point de vue politique. Et donc il faut débloquer la situation. Et en démocratie, quand il faut débloquer la situation, c'est aux électrices et aux électeurs de trancher. Donc moi, vous le savez, et je peux vous le dire, demain on redéposera à l'Assemblée nationale une motion de destitution. Et on en parle dans un instant, mais d'abord... Je pense que la solution, elle passe par le départ du président de la République, pas par des tambouilles et des combinaisons. J'aimerais juste vous faire écouter. Tendez l'oreille avec moi, nous sommes à vos universités d'été à Châteauneuf-sur-Isère. Écoutez. Tout le monde déteste le PS. Monsieur Bompard, vous détestez tellement le PS que vous préféreriez un gouvernement du bloc central à un gouvernement Olivier Faure? Ah bon? Je vous pose la question, parce que là, ce matin, il y a deux options sur la table entre Emmanuel Macron. On sent qu'il il n'y a pas de deux options sur la table, il y en a plein de options sur la table. Emmanuel Macron, on sent qu'il hésite aujourd'hui entre un candidat du bloc central, on ne sait pas, entre Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu, ou un candidat socialiste comme Olivier Faure. Et ce matin, vous dites... Non, je pense que vous avez été distrait, parce que aujourd'hui, regardez, aujourd'hui précisément, je vais censurer un gouvernement du bloc central. Donc, me dire que je le préférerais à un autre gouvernement pour Matignon dans ce cas-là? Pas à la réalité. Mais je vous ai répondu sur ce sujet. Je considère aujourd'hui que la solution, elle ne passe pas par des combinaisons politiciennes pour un accord, une grande coalition dont le pays aurait qu'à, à mon avis, souffrir de cette situation. Donc je pense que la solution, elle passe par le départ du président de la République et par l'organisation d'une élection présidentielle. Mais quid du reste de la gauche? On vous entend dire tout le monde déteste le PS, enfin les militants. Non, attendez, moi j'ai pas dit tout le monde. Attendez. J'ai dit les militants. Oui, et on peut se poser la question de pourquoi les gens pensent ça. Peut-être parce qu'ils ont eu l'impression l'année dernière d'avoir fait une campagne qui est une campagne commune sur la base d'un programme, et que quelques mois plus tard, les gens pour qui ils ont fait campagne ont déchiré le programme, n'ont pas censuré le gouvernement de François Bayrou et l'ont maintenu en place. Et donc il y a des gens qui sont en colère. Et c'est évidemment qu'il y a des gens qui sont en colère. En cas de dissolution, Manuel Bompard, vous dites qu'il n'y aura plus d'alliance avec le reste de la gauche, les Insoumis. Non, moi j'ai pas dit qu'il y aurait plus d'alliance avec le reste de la gauche. Moi j'ai dit les choses de manière très simple, et je l'ai redit encore aujourd'hui sur votre plateau. S'il doit y avoir une dissolution, qui serait quand même une idée un peu particulière, parce que je vois pas pourquoi un an plus tard la dissolution permettrait cette fois de résoudre le problème, d'autant plus que le président de la République ne tient compte des résultats que quand ça l'arrange. Donc je suis pas sûr que la dissolution permette de sortir le pays de la situation difficile. Est-ce que vous entendez ceux qui disent que le Rassemblement est le meilleur carburant pour le Rassemblement national? Elle est liée, ma question est liée à votre réponse. Poser une autre, mais évidemment que s'il doit y avoir une dissolution de l'Assemblée nationale, moi je souhaite qu'il y ait sur toutes les circonscriptions du pays une candidature porteuse du programme du Nouveau Front Populaire. C'est le programme que j'ai défendu l'année dernière, et moi, contrairement au Parti socialiste, je ne le jette pas à la poubelle. Maintenant, les socialistes disent qu'il n'y a pas d'accord programmatique possible avec la France insoumise. Manifestement, n'en veulent pas. Il n'y a pas que les socialistes à gauche, vous savez. Monsieur Bompard, est-ce que vous entendez l'argument de ceux assez nombreux, même parfois à gauche, qui disent que vous, la France insoumise, êtes le meilleur carburant au Rassemblement national? Mais bon, enfin, les gens qui disent ça, à la dernière élection présidentielle de 2022, ont fait pour le Parti socialiste moins de 2% des voix, et pour Monsieur Jadot, moins de 5% des voix, pendant que nous faisions 22% à 1% de Madame Le Pen.
si Madame Hidalgo ou Monsieur Jadot ou Monsieur Roussel n'avaient pas été candidats à l'élection présidentielle, nous aurions chassé et éliminé l'extrême droite du second tour de la dernière élection présidentielle. Donc que maintenant, ça soit ces gens-là qui viennent à moi me donner des leçons sur la manière de lutter contre l'extrême droite. Toutes les dernières élections, vous êtes arrivés derrière le Rassemblement national. Pardon, mais aux dernières présidentielles, aux dernières législatives, vous êtes arrivés derrière le Rassemblement national. Aux dernières élections législatives, 27 sondages sur 27 avaient annoncé que le Rassemblement national allait disposer du plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. C'est pas ce qui s'est passé. Et vous en avez 70, vous le ils en ont reconnaissez. 123. Non, mais attendez, madame. Effectivement, contre-performance au second tour, mais ils ont plus de députés que vous, le Rassemblement national. Honnête, s'il vous plaît. On parle du nouveau Front populaire, là, en l'occurrence. Je vous entends. Oui, mais vous ne voulez plus du nouveau Front populaire. Dispose à l'Assemblée nationale de plus de députés que le Rassemblement national. Donc, essayez de m'expliquer, de la part notamment de dirigeants du Parti socialiste, qui pour certains ont été aux manettes pendant le quinquennat de François Hollande. L'extrême droite n'a jamais autant progressé dans ce pays qu'au lendemain du quinquennat de François Hollande. Parce que quand vous semez de la résignation, de la désillusion, après, donc pas s'étonner que les gens se tournent vers autre chose. Vous réfutez cet argument. Vous parliez non, c'est pas que je le réfute, c'est que je considère au contraire que heureusement que la France insoumise s'est mise en place depuis maintenant une dizaine d'années dans ce pays, parce qu'elle a permis à la gauche de reprendre des couleurs et de mener la bataille et de faire reculer l'extrême droite. Vous parliez à l'instant du programme du nouveau Front populaire, dont le Parti socialiste ne souhaiterait pas. Effectivement, écoutez ce qu'en disait le député PS Philippe Brun sur France Info avant l'été. C'est un programme gribouillé, négocié à la toute dernière minute. On sait bien que l'affaire du SMIC à 1 600 €, moi j'y étais évidemment favorable, mais les smicards majoritairement n'ont pas voté pour nous. Et la plupart des gens, boulangers, me disaient mais comment je vais faire pour augmenter ma vendeuse en boulangerie ? Voilà, même le Parti socialiste reconnaît que ce programme n'était pas très réaliste. Non, il ne reconnaît pas. Et vous dites, on le reprend tel quel, ce programme. Madame, retraite à 60 ans, pardonnez-moi, mais cet extrait est quand même particulièrement choquant. Moi, quand je fais campagne sur un programme, j'y crois. Sinon, c'est que en vérité, je cherche juste à être élu. Et que mon sujet, c'est pas vraiment ce que je défends, mais essayer de sauver mon poste. Pardonnez-moi, je pense que si on parlait de ce qui crée de la résignation et parfois, y compris du vote d'extrême droite dans ce pays, c'est ce sentiment que les politiques, en gros, ils racontent des choses pendant les campagnes électorales, et puis finalement, 2 mois plus tard, ils y croient plus. Donc, Monsieur Brun, s'il n'était pas d'accord avec le programme du nouveau Front populaire, fallait pas faire campagne sur le programme du nouveau Front populaire, vous voyez. Donc moi, j'ai fait campagne sur ce programme parce que je crois à ce qu'il y a dans ce programme. Et en l'occurrence, sur la question de l'augmentation du SMIC, je pense qu'aujourd'hui, dans ce pays, il y a effectivement beaucoup de Françaises et de Français qui s'en sortent pas au SMIC. Mais vous aussi, vous voulez présenter un contre-budget mi-septembre, non ? Évidemment, mais donc vous n'allez pas reprendre tel quel le programme du nouveau Front populaire. Si, moi il y a rien qui a été défendu dans le programme du nouveau Front populaire avec lequel je tourne la page. C'est quelle morgue qui consiste à dire j'ai défendu un programme l'année dernière et finalement il était gribouillé, j'y croyais pas vraiment. Ça devrait vous choquer, moi personnellement ça me choque, en tout cas j'imagine ça choque les Françaises et les Français. J'allais vous poser une question mais je vous la poserai après le fil info. Pardon. Dans un instant justement, la France insoumise appelle-t-elle à bloquer les gares, les sites stratégiques ? Comment peut-elle rassurer les Français, les patrons qui s'inquiètent de son programme économique avec vous, Manuel Bompard. Mais d'abord, il est 8h46 et c'est l'info en 1 minute avec Maureen Sugnard. A-t-il empoisonné des patients pendant des années? L'ancien anesthésiste Frédéric Péchier est jugé aux assises de Besançon à partir d'aujourd'hui, soupçonné de 30 empoisonnements dont 12 mortels. Je ne suis pas responsable de la détresse des victimes, affirme Frédéric Péchier dans une interview diffusée ce matin. Son avocat va plaider l'acquittement. Le Premier ministre va prendre la parole à 15h cet après-midi. Il demande la confiance des députés sur la question des déficits publics. Mis à part la coalition gouvernementale, tous les partis ont prévu de voter contre, ce qui doit entraîner la chute du gouvernement. France Info sera en édition spéciale à partir de midi. Quasiment 2 ans après les attaques du 7 octobre en Israël et le début de la guerre à Gaza, le Hamas se dit prêt à s'asseoir immédiatement à la table des négociations pour libérer les otages. Déclaration après avoir reçu une nouvelle proposition de la part de Washington. Les détails n'ont pas été dévoilés. Il avait 81 ans, Rick Davis n'est plus. Le chanteur principal de Supertramp est mort d'un cancer. Le cofondateur du groupe britannique a été la voix et le pianiste des chansons les plus emblématiques comme Goodbye Stranger, Breakfast in America ou encore Dreamer. France Info. Le 8-30 France Info. Agathe Lambray, Paul Laroutourou. Avec Manuel Bompard, député des Bouches-du-Rhône, coordinateur national de la France Insoumise. On parlait à l'instant du budget. Ben oui, je vous pose comme promis la question que je voulais vous poser avant le fil info. On aimerait ce matin être très précis, monsieur Bompard. Quel effort budgétaire faudrait-il faire selon la France Insoumise? Je rappelle que le Premier ministre aurait aimé, avant de chuter potentiellement ce soir, 44 milliards d'euros et le Parti socialiste a présenté un contre-budget de 22 milliards. Et vous, combien de milliards? Mais en fait, le sujet, il ne peut pas se réduire à quel est le montant qu'on va réduire du budget.
Parce que personnellement, par exemple, je considère que sur un certain nombre de sujets, on a besoin de dépenses publiques supplémentaires. On a besoin, par exemple, tous les chercheurs le disent, de quasiment 40 milliards d'euros par an si on veut être à la hauteur de l'urgence climatique et environnementale. On a besoin d'augmenter les salaires, on a besoin de bloquer les prix, on a besoin d'investir dans nos services publics. Si je vous suis. Je suis en désaccord radical avec le catastrophisme que M. Bayrou essaye de mettre en scène depuis maintenant plusieurs jours sur l'idée que finalement on est dans une situation telle que si c'est pas lui, le pays va aller à la catastrophe. Évidemment qu'il y a un déficit qui est un déficit important, donc peut-être qu'il faut se poser la question de pourquoi il y a un déficit qui est un déficit important. Dans quelques jours, il y a une agence de notation qui va peut-être dégrader la France. Mais c'est pas les agences de notation qui doivent faire la politique de la France. Pourquoi y a-t-il un déficit important? Pour deux raisons. Premièrement, parce que depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, il a eu une politique de baisse de la recette. Des recettes de l'État. Des impôts. Et tout ça est très largement documenté. C'est pas la dépense publique qui a augmenté depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. Elle est à peu près restée constante. C'est les recettes qui ont baissé. Et le déficit, il est entièrement construit par le fait que... Parce que vous dites qu'il a baissé les impôts des plus riches. Et oui, c'est pas seulement moi qui le dis. Il y a une étude de l'Institut aussi surtout. Attendez, il y a eu une étude de l'Institut des politiques publiques qui dit que la politique d'Emmanuel Macron a profité, écoutez-moi bien, 80 fois plus aux 5% les plus riches qu'aux 5% les plus pauvres. C'est pas moi qui le dis. Et il y a eu aussi la prime d'activité, la suppression de la taxe d'habitation. Voilà. Tout ça compris, ça a profité 80 fois plus aux 5% les plus riches qu'aux 5% les plus pauvres. Bompard. Attendez, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que la politique de l'offre et la politique d'austérité, c'est-à-dire la politique de réduction des investissements publics, produit de la récession économique. Le budget de M. Bayrou, il a déjà diminué la croissance par 2. Si vous laissez M. Bayrou faire, mais le pays va être à l'arrêt d'un point de vue économique pour une raison très simple, et je m'arrêterai là. C'est que quand vous êtes dans un pays dans lequel la moitié de la croissance est tirée par la consommation populaire, si votre politique, elle se traduit par une baisse du pouvoir d'achat des Françaises et des Français, c'est tout le pays qui en souffre. Les entreprises en souffrent, les commerçants en souffrent, les coiffeurs en souffrent, parce que vous le savez, si les gens n'ont pas de moyens, ils vont pas au restaurant, ils vont pas au cinéma. Manuel Bompard, en attendant, c'est mercredi, le 10 septembre, que le pays pourrait être à l'arrêt, avec le mouvement Bloquons tout sur lequel vous misez. Blocage de sites stratégiques dans l'énergie, dans la défense, blocage des gares, des lycées, sabotage des radars automatiques, opération chariot gratuit, aller dans les supermarchés puis repartir sans payer. Vous souscrivez à tout ça puisque vous soutenez ce mouvement ou pas? Moi, effectivement, je soutiens ce mouvement, et j'ai dit depuis le début, nous on le soutient en respectant le caractère apartisan. Donc c'est des assemblées générales qui se tiennent un peu partout, qui décideront des modalités d'action. Moi, je soutiendrai, je vais être très clair, je soutiendrai toutes les formes d'initiative à partir du moment où c'est des formes d'initiative pacifiques. Voilà. Donc vous soutenez pas les blocages ou les opérations chariot gratuit et le sabotage de radars? C'est tout à fait pacifique. C'est pacifique de saboter un radar Non, pas de saboter un radar. Mais par contre, c'est pacifique de faire une opération chariot gratuit. Donc moi, je soutiendrai toutes les initiatives, y compris les initiatives qu'on peut appeler, on va dire, de désobéissance civile, à partir du moment où elles sont pacifiques. Donc j'espère que ce mouvement va être le plus puissant possible. J'espère que ce mouvement va être le plus puissant possible, parce que vous savez, il y a 2 ans, il y a eu des millions de personnes dans la rue et personne n'en a tenu compte. Donc, il ne faut pas s'étonner que les gens se disent il faut peut-être monter un petit peu le rapport de force. Donc je soutiens la grève. Sur le fond, certaines initiatives du 10 septembre veulent aussi la sortie de la France de l'Union européenne ou la suppression de tous les partis. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec tout leur programme? Je ne suis pas d'accord avec la suppression de tous les partis politiques. Mais pour avoir quelques retours quand même sur ce qui se dit, et j'ai même vu d'ailleurs un sondage publié hier sur les motivations principales pour le soutien à cette mobilisation. J'ai vu que dans les premières motivations, il y a le refus du plan de M. Bayrou, il y a la justice fiscale, il y a la volonté d'obtenir le départ du président de la République, et je n'ai pas l'impression que ces propositions-là soient les principales motivations. Alors après, il peut y avoir des gens qui vont participer à la manifestation le 10 septembre et qui défendent ces positions. C'est leur droit, mais c'est pas mon point de vue à moi. Voilà. Mais vous savez, c'est toujours comme ça. Dans des manifestations, il y a des gens qui peuvent défendre des positions un peu différentes. La question, c'est qu'est-ce qui les rassemble aujourd'hui? Et ce qui les rassemble aujourd'hui, c'est de dire c'est pas à nous de payer le prix des cadeaux que Emmanuel Macron et ses gouvernements successifs ont fait aux plus riches. C'est l'idée qu'il faut plus de justice fiscale, c'est l'idée qu'il faut plus de démocratie. Et ça, c'est des revendications que je soutiens et que je partage. Demain, donc, vous nous confirmez que vous déposerez une procédure de destitution du président qui n'a aucune chance de passer? Alors non, je vous confirme que je déposerai une procédure de destitution du président de la République, mais je ne vous confirme pas qu'elle n'a aucune chance de passer. Alors expliquez-nous comment, parce qu'il faut la majorité des 2 tiers. Oui, je sais, mais ça ne m'a pas échappé. Je connais assez bien la Constitution, mais vous savez, si vous menez pas une bataille, vous pouvez pas la gagner.
Et puis, il y a 15 jours, à peu près, j'étais sur votre plateau, d'ailleurs, avant les universités d'été de la France Insoumise, et je disais à l'époque, nous déposerons une motion de censure immédiate pour faire tomber M. Bayrou. Et vos collègues, c'était pas vous sur le plateau, me disaient, mais vous avez aucune chance, vous êtes tout seul à vouloir défendre l'idée que M. Bayrou doit être censuré tout de suite. À l'aune de ce qui va se passer aujourd'hui, je pense qu'on voit que des fois, on peut être tout seul 15 jours avant et puis finalement assez largement soutenu 15 jours plus tard. Donc, je vois que dans le débat public, de plus en plus de gens considèrent, même s'ils ne sont pas de mon point de vue politique, j'ai entendu Mme Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, par exemple, je vois que de plus en plus de gens se disent, mais le président de la République est devenu l'obstacle à la situation, au déblocage de la situation du pays. Donc, c'est lui qui doit partir. Et la motion de destitution, c'est une manière d'obtenir ce résultat. À propos de débat public, le 22 août, je vous parlais des universités d'été. Jean-Luc Mélenchon s'en est pris au préfet. Il s'adressait à 2 préfets qui ont porté plainte contre 2 de vos députés. Donc qui ont affirmé, je cite, que la police tue. On va écouter Jean-Luc Mélenchon. Nous vous mettrons en prison avant que vous nous y mettiez. Prison avant que vous nous y mettiez. La semaine dernière, l'association du corps préfectoral a déposé une plainte. Un candidat à l'élection présidentielle devrait-il vraiment dire ça et menacer de mettre les préfets en prison, ou est-ce que c'est encore juste une nouvelle outrance de tribune à ne pas écouter sérieusement? Mais d'abord, vous voyez, votre question, elle est quand même problématique parce que vous dites, vous en prenez au préfet, mais la vérité, ce qui s'est passé avant. C'est pas les propos de Mélenchon qu'on vient d'entendre? Si, bien sûr. Mais ce qui s'est passé avant, c'est que vous avez des préfets qui décident de porter plainte contre des députés de la France Insoumise en raison des opinions politiques qu'ils expriment. On va avoir dit que la police, je l'ai dit dans mon lancement, donc oui, je vous repose ma question. Est-ce que vous comptez mettre les préfets en prison? Au préfet, c'est les préfets qui s'en prennent aux députés de la France Insoumise. Certains préfets, évidemment, pas tous. Et je vais vous dire quelque chose. Dans ma conception de la République, et je crois qu'elle est assez largement partagée dans ce pays, les préfets, c'est l'autorité de l'État. Et les préfets, ils n'ont pas à porter plainte contre des parlementaires en raison de points de vue qu'ils ont exprimés, qui sont des points de vue politique. Oui, le fait de dénoncer les violences policières en France, parce que ça existe, les violences policières. Peut-être que vous avez vu encore ce week-end cette vidéo qui a largement circulé, qui a été dénoncée par la mon police collègue tue, c'est une généralité, Manuel Bompard. Non, mais il arrive que la police tue, c'est pas tout à fait la même chose. Vous direz ça, si vous voulez, aux familles des jeunes qui ont été tués suite à des contrôles de police, parce que malheureusement, oui, cette situation, elle existe. Il faut qu'on avance, et donc, Manuel Monsieur Bompard. Retailleau ou les préfets, plutôt que de s'en prendre à la France Insoumise quand elle dénonce des violences policières insupportables, elle ferait mieux de faire régner l'ordre dans la police nationale pour le respect de la déontologie. Parce que la police, elle doit respecter un cadre déontologique. Avant-dernière question, je ne considère pas que la Chine est une dictature. Voilà ce qu'a dit la députée LFI Sophia C'est la collection des sujets. Exactement. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle ou est-ce que vous nous dites ce matin, oui, la Chine est une dictature? Mais je trouve que, je vais vous dire, je trouve cette manière sur une conférence de 2 heures, suite à un rapport parlementaire sur les relations entre la France et la Chine. Cette manière d'aller essayer d'extraire une petite phrase pour essayer de construire une polémique sur ce sujet et balancer toute la réalité du propos. Que dit Sophia Chikirou? Après, je répondrai à votre question. Oui, c'est pas une petite phrase. Si, parce que, pardon, mais moi, ce qui m'intéresse... Oui ou non, la Chine est une dictature. Oui, mais si vous me posez une question aussi importante, il faut me laisser un petit peu de temps pour pourquoi c'est si compliqué? Donc, vous répondez pas oui. Mais parce que j'ai un propos à tenir et j'aimerais bien pouvoir le tenir jusqu'au bout, si vous voulez bien. Ce que dit Sophia Chikirou dans sa conférence, c'est que je partage et que je soutiens. C'est l'idée qu'on voit bien que les États-Unis, sous l'impulsion de Donald Trump, ont l'intention d'essayer d'aligner tout le monde dans une forme de guerre contre la Chine. Et ça, je le refuse. Pour le reste, quant au régime chinois, il est évidemment pas mon modèle. Et le projet que propose la France pour le pays, la France insoumise pour le pays, c'est la 6e République. Écoutez-moi. Mais déportation des Ouïghours, opposants en prison, parti unique, pas de liberté de la presse, c'est difficile de dire que c'est une dictature. Non, évidemment que je dénonce totalement ces entraves à la liberté d'expression et ces entraves. Mais vous n'arrivez pas à dire que c'est une dictature. Vous n'arrivez pas à le dire. Mais c'est pas que je n'arrive pas à le dire, c'est que je vous présente avec mes mots, si vous voulez bien, mon point de vue sur ce sujet. Et la France insoumise, son programme politique, c'est la 6e République par la Constituante, donc évidemment pas le modèle politique chinois. Je me dois de vous interrompre parce que chaque matin à la fin de l'interview, c'est l'heure de la question qui à retrouver sur tous les réseaux sociaux de France Info. Ce matin, la question qui hérite. Est-ce que vous préparez déjà la succession de Jean-Luc Mélenchon? Mais la succession de Jean-Luc Mélenchon à la France Insoumise, tout le monde sait, d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon l'a dit lui-même, qu'il aspirait à être remplacé. Vous vous rappelez, il a dit ça. Mais pas par moi personnellement, on travaille collectivement, effectivement, à assurer la pérennité de la France Insoumise. Maintenant, Jean-Luc Mélenchon, il est là.
Jean-Luc Mélenchon, c'est une personnalité politique qui, quand il prend la parole, je pense, a un écho certain. S'il doit y avoir une élection présidentielle demain, il me semble assez légitime de dire que c'est le candidat le mieux placé aujourd'hui. Et pour le reste, on travaille collectivement. Et la grande force, je crois, et d'ailleurs on peut rendre hommage à Jean-Luc Mélenchon sur ce sujet, de la France Insoumise, c'est précisément d'avoir réussi à faire émerger une équipe politique avec des nouveaux visages, des gens qui n'étaient pas connus. Est-ce que vous, personnellement, vous ête prêt à lui succéder ? Mais la question, elle se pose pas, la question de succéder à Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. Moi, je vous ai répondu, je fais pas de langue de moi, vous savez. Je participe avec mes collègues de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon inclus, à essayer de faire en sorte de pouvoir garantir la pérennité politique de la France Insoumise. C'est un mentor pour vous, un père, un gourou, d'un mot ? Un gourou. Mais madame, faut faire attention aux mots qu'on emploie. Vous savez, un gourou, c'est dans une secte. Et vous savez, la France Insoumise, c'est une formation politique. Un mentor, un père ? Non, mais c'est ni un mentor, ni un père. C'est évidemment une personnalité politique qui a un rôle central dans la vie politique française et qui a eu un rôle central, y compris pour moi, parce que j'ai beaucoup appris et j'apprends beaucoup à ses côtés. Et je m'en cache pas, évidemment. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même la personne qui a relevé la gauche dans ce pays. Donc je sais qu'il est d'usage de dire beaucoup de mal de Jean-Luc Mélenchon, mais pardonnez-moi, moi j'en dirais beaucoup de bien. Merci Manuel Bompard d'avoir répondu aux questions de France Info.